m'appelle Sébastien Ley. Mes invités, ce sont des candidats citoyens en Haute-Garonne, Nicolas, Céline, David. Ce que je vous propose à tous, dans un premier temps, pendant une petite dizaine de minutes, c'est de découvrir ces candidats. On va leur donner la parole, leur donner l'opportunité de se présenter. Ce qui nous intéresse, bien évidemment, c'est qui ils sont, mais aussi pourquoi ils sont venus à la politique. Vous le savez, nous, dans toutes nos communautés, dans tous nos mouvements citoyens, on ne fait pas partie des nihilistes qui ont abandonné complètement le processus électoral. On considère, un, qu'il faut aller voter et deux, qu'il faut s'engager. On vous demande d'aller vous engager. Et donc, je crois que ça a valeur d'exemple d'écouter des profils, sociétés civiles qui peuvent connaître un peu la politique, mais qui ne sont pas des professionnels de la politique et qui ont décidé de franchir le pas, des gens qui peuvent être des entrepreneurs, des mamans, des responsables associatifs, des cadres, et qui se lancent dans la bataille en étant plus ou moins proches d'un parti politique ou complètement indépendants. Ils vont nous l'expliquer. Ça sera la première partie. Ensuite, on va échanger avec eux sur 2-3 questions nationales brûlantes qui sont les thèmes du moment. Et ensuite, on parlera des enjeux dans leur propre canton. Voilà. Nicolas, on peut peut-être commencer avec toi pour te présenter et puis aussi que tu nous présentes comment tu es venu à cette élection à travers une formation, un collectif local qui s'appelle Ligne Droite. Tu peux aussi présenter à cette occasion. Absolument. Bonjour à tous. Merci Sébastien de nous donner la parole ce soir. Je suis Nicolas Bonleu, j'ai 50 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants et je suis directeur général d'une entreprise industrielle dans l'aéronautique à Ce qui ne Toulouse. doit pas surprendre les gens puisqu'on parle de la Haute-Garonne, voilà, Absolument. Toulouse, l'aéronautique, c'est l'industrie du coin. C'est exactement ça. Je suis engagé en politique sans être un élu depuis une vingtaine d'années en étant militant aux Républicains. Et à ce titre, j'ai appuyé plusieurs campagnes et j'ai même moi-même été candidat à plusieurs élections. L'autre particularité de la Haute-Garonne, outre l'aéronautique, c'est que c'est une terre radicale socialiste. Donc, quand on est candidat à les Républicains, les C'est chances dur. de gagner sont moins élevées que quand on est candidat PS. En tout cas, c'était comme ça dans le passé. Ça va changer, c'est ce que je pense. Mais ça explique aussi pourquoi j'ai été candidat à plusieurs élections et je n'ai pas été élu. Aujourd'hui, je me présente sur le canton de Villemur, en Haute-Garonne, avec Céline, qui est ici, ma coéquipière. La raison pour laquelle je me présente, c'est pour défendre les valeurs d'union de la droite. Les valeurs d'union de la droite, et notamment d'une droite rassemblée derrière des valeurs qui sont à même d'apporter à notre pays ce qu'une formation comme la nôtre lui doit et les services qu'elle peut lui rendre. J'ai créé avec quelques amis, dont David qui est là, une association qui s'appelle Ligne Droite 31 et qui a pour vocation de réunir les personnes de droite, les citoyens de droite, non nécessairement encartés en politique, mais des citoyens de droite qui veulent promouvoir, défendre les valeurs de la droite en Haute-Garonne. D'accord. Donc, si on résume sur ligne droite, après on verra chacun des candidats, c'est un positionnement plus de droite assumé, de type libéral-conservateur, on pourrait dire. C'est quelque chose qui est votre ADN ou c'est plus le souverainisme? C'est quoi votre ADN? Alors, c'est une droite assumée, effectivement. Il s'agit notamment pour nous de faire porter les valeurs de la droite en général dans un département, comme je l'ai déjà dit, qui n'est pas nécessairement très porté sur les valeurs de droite et notamment dont les médias dominants ne véhiculent pas naturellement les valeurs de la droite. Et donc nous sommes là, nous, chez Ligne Droite, pour porter les valeurs de la droite. Elles sont plutôt libérales conservateurs, mais ouvertes à toute la droite. Et notamment souverainistes, il y a dans nos rangs des gens qui ne sont pas nécessairement membres de partis, mais qui sont des citoyens engagés et qui sont plutôt souverainistes. D'accord, entendu. On peut peut-être donner la parole. Donc, techniquement, Céline, tu es la suppléante de Nicolas, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, je vais me présenter. Donc, je suis Céline Chagu. J'ai 45 ans. Je suis analyste dans le secteur bancaire. Donc, j'ai commencé la politique en étant militant dès 25 ans, notamment au Parti républicain sur Toulouse, donc aussi aux côtés de Dominique Baudis, qui était le maire de Toulouse, et j'étais aux Jeunes Républicains. Donc Nicolas aussi, je le souligne, était aux Jeunes Républicains. Donc effectivement, je suis adhérent des Républicains, mais je ne suis pas une politique professionnelle. Dans le sens, je suis surtout une citoyenne qui défend les valeurs plurielles de la droite. Voilà.
donc avec Nicolas, donc sur le canton de Villemur, nous avons décidé de nous présenter. Voilà, on refuse un peu le fatalisme de toujours la gauche qui gagne toutes les élections, et on est l'union de la droite. Sachant qu'aujourd'hui, on est tous d'accord et notre audience d'accord, la gauche, la droite, ça ne veut pas dire grand-chose. Bon, bien évidemment, il y a eu l'explosion du champ politique avec la REM, mais il y a aussi… Objection. Alors, vas-y. David, tu veux parler, David? Mais je crois qu'on a tous une objection. Non, on ne peut pas dire que c'est ce qu'on essaie de faire croire, que la gauche et la droite, il n'y a plus de différence, mais en vérité, d'accord. Alors, attends, David, voilà. Nous, je pense que dans les communautés, on est tous d'accord qu'en termes de valeurs, il y a des différences entre les deux, parce que, d'ailleurs, puisque d'utiliser gauche-droite, on va utiliser le positionnement contre les progressistes ou d'autres formes, ou le souverainisme, etc. Non, je pense que ce sont les formations politiques. Les gens ne se reconnaissent pas forcément spontanément dans les formations politiques, notamment les deux, qui sont censés incarner la gauche et la droite, à savoir l'EPS et LR. Ils viennent de leur faute. Comment ? C'est la faute de ces formations, bien évidemment. La faute de formation. Je pense que les idées existent toujours, les valeurs existent toujours, mais celles qui sont censées les représenter, pour lesquelles nous les avons élus, selon nos partis respectifs, on ne parle même pas d'élections globales, mais des élections même internes, que ce soit même au niveau fédération nationale ou même fédération départementale, même jusque-là, ne représentent plus du tout les valeurs que normalement elles devraient défendre. C'est ce qui explique les schismes en PACA et autres. Bon, bien évidemment, il y a de l'opportunisme et des gens qui cherchent des places, mais c'est aussi parce qu'il y a des vraies fêlures idéologiques, par exemple en PACA au sein de la droite. Ils n'ont pas tous la même vision, la même définition de ce qu'est la droite. Ça devrait être assez simple quand on regarde à l'étranger. Quand on regarde les droites des dernières années, on a forcément plutôt un combat pour les libertés économiques, plutôt pour l'indépendance et la souveraineté de la nation, plutôt pour des positions assumées sur le régalien. Mais malheureusement, ce discours-là, il est peu clair quand on l'entend de la part du grand parti de la droite, et il est parfois beaucoup plus clair pour moi quand il émane de candidats citoyens, certes, mais qui viennent historiquement de la droite. Tout à fait. Voilà, nous sommes des candidats citoyens aussi, ça je voulais le préciser sur notre candidature, si Nicolas est d'accord avec moi. Voilà. Et ensuite, nous estimons incarner la pluralité de la droite. D'accord. Et donc, toi, Céline, en tant que citoyenne qui va maintenant à une élection, quels sont vraiment, après on reparlera du local, mais quels sont vraiment les thèmes que tu portes et pour lesquels tu te passionnes et qui te donnent envie de te battre en politique? Alors, moi, je suis c'est dur, il faut avoir une envie particulière. Alors, moi, je suis pour une droite républicaine sociale. D'accord. Tout à fait. Avec une pluralité. Parce que j'estime que dans un parti, on peut incarner différentes tendances. Mais il faut être d'accord sur des valeurs qui sont des valeurs centrales. Comme tu l'as dit tout à l'heure, les valeurs de souveraineté, par exemple. Ça, j'y tiens beaucoup. Ce qui n'empêche pas aussi, parce que c'est vrai que je trouve que les partis de gauche essaient de faire croire aux citoyens la diabolisation de la droite. C'est-à-dire que d'un côté, on ne va même pas parler de parti, comme tu l'as dit, on essaie de faire croire qu'il y a la gauche avec des valeurs qui sont sociales, des valeurs d'entraide et de cohésion sociale, et on diabolise la droite avec des valeurs, entre guillemets, le méchant libéralisme. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Oui, il y a un combat en fait mené par la gauche et les médias pour stigmatiser la droite au niveau moral. C'est ce qu'aux États-Unis on a appelé le virtue signaling, la signalisation de la vertu. Vous avez des gens de gauche qui se drapent dans les oripeaux de la moralité et qui font croire que eux c'est le bien et les autres c'est le mal. Bon, les gens ne sont pas dupes sur le terrain. C'est pour ça là aussi je revenais au concept de gauche et de droite. Sur le terrain, les gens en ont cure. Ils savent très bien qu'il peut y avoir de belles figures sociales à droite aussi, mais on est en demande, parce qu'aujourd'hui, tu as parlé en termes de droite sociale, moi j'aime bien, mais en termes de personnalité politique, la droite sociale, je ne sais pas qui c'est, je ne sais vraiment pas qui l'incarne. On peut toujours me citer des noms, mais… oui, voilà, mais est-ce qu'on peut le réduire à la droite sociale à un nom? Est-ce qu'on ne pourrait pas l'incarner? Est-ce que c'est aux citoyens aussi, comme tu le disais, de prendre leurs valeurs et de se présenter à des élections et de porter ces valeurs-là? Ensuite, il y a aussi un mot qui est très important pour moi, c'est la fraternité aussi, et qui n'est pas un terme utilisé simplement à la gauche. Je ne sais pas pourquoi. Non, bien sûr, la gauche n'a pas et aucun parti n'a le monopole d'ailleurs de l'humanité, de l'humanisme de manière générale et de la solidarité. On a eu des grandes avancées sociales en France qui étaient dues à des gouvernements du centre et de la droite. C'est uniquement dans les dernières années qu'il y a eu ce combat
On va revenir après sur les combats idéologiques dans les médias où on a essayé de nous stigmatiser. David, on n'a pas parlé encore de ton parcours, d'où tu venais et ta candidature. Voilà, donc moi j'ai 49 ans, donc je suis en couple. Bah, tu fais moins, hein. Voilà, merci, c'est gentil, c'est très gentil. Bon, je veux même avoir 50 ans dans 3 mois, mais je ne le dirai pas alors dans ces cas-là. Bah, c'est bien. J'espère que je tiendrai aussi bien moi dans quelques années. Donc je suis père de 5 enfants, c'est peut-être ça qui me permet de rester assez ça te donne jeune. La forme. Voilà, donc il va de 22 ans à 5 ans, donc c'est une grande famille. J'ai baigné assez tôt dans la politique, hein, parce que j'ai été, dès le début des années 80, admiratif de Jacques Chirac. Donc j'ai adhéré, sans pouvoir même voter en 88, j'ai participé à la campagne de Jacques Chirac. J'ai adhéré au RPR en 89. J'ai participé à sa campagne en 95 à Paris avec les jeunes du Val-de-Marne. Et bon, par la suite, la vie a un petit peu fait en sorte entre les enfants, la vie professionnelle, j'ai un petit peu mis ça de côté. Et puis, j'ai rebaigné dedans pendant le mandat de Nicolas Sarkozy, quand Jean-François Copé a pris la direction peut-être, bon, le secrétariat général et après la direction du parti. Et j'ai été donc candidat tête de liste sur Blagnac en 2014, où on a failli à 250 voix près prendre la mairie. Une candidate socialiste aurait été quelque chose d'assez unique, mais bon, ça a été raté. Et puis, j'ai été après délégué de la circonscription de la première Haute-Garonne, conseiller national, etc. Et puis, au fur et à mesure, on a vu, j'ai vu avec d'autres amis ce que devenaient au fur et à mesure les idées de notre parti, comment il était représenté, par qui il était représenté. Et petit à petit, on allait sur une droite qui se perdait, qui faisait, alors surtout au niveau de notre département, qui faisait plutôt du lèche-botte à tous les gens de gauche, ne parlant plus de valeurs de la droite, mais ne parlant pratiquement que d'écologie, de sujets qui n'étaient pas essentiellement les nôtres. Alors, il faut en parler quand même. Il faut en parler, mais je suis d'accord avec toi qu'on ne peut pas avoir. C'était un discours bobo qui était, voilà, excusez-moi l'expression, c'était un discours bobo qui était interprété par nos dirigeants locaux et nationaux. Ça commençait petit à petit à venir. Et donc, pour cette élection, on a voulu, avec Nicolas, donc y aller, mais avec nos propres couleurs, nos propres idées, sans faire un accord réel avec les Républicains. Hein. Ils nous soutiennent sans qu'on ait vraiment demandé leur investiture. Donc pour être clair, ils mettent personne face à vous. C'est ça? Ils mettent personne face à nous parce qu'ils n'ont personne à mettre. Ouais. Ça arrive dans certains cantons, oui. Voilà. Et puis on a d'un côté, on a eu des cantons où ils ont fait plutôt accord avec LREM, alors que nous avons fait accord avec des partis qui sont de droite ou des associations sur lesquelles on partage les mêmes idées. Et je pense que défendre nos convictions, c'est ce qu'il y a de plus important. Voilà. D'accord. Gagner est une chose. Je suis dirigeant d'entreprise, donc j'ai pas besoin de la politique pour vivre. J'ai pas besoin de ça pour exercer du pouvoir. On a besoin. Voilà, c'est surtout que nos idées puissent être entendues, puissent émerger. Et quand on voit ce qui est arrivé au MoDem il y a 3 ans, qui a réussi finalement à arriver au pouvoir, on se dit que mais en perdant son âme, rien n'est jamais perdu. Rien n'est jamais perdu. C'est-à-dire qu'on peut partir, on sait qu'à un moment donné, nos valeurs, parce qu'elles sont vraiment, je pense que nos valeurs sont les plus partagées actuellement par les gens, hein, quand on discute vraiment avec eux, sauf qu'il n'y a au niveau national plus personne qui ose vraiment les affirmer, ce qui est d'ailleurs paradoxal d'ailleurs. Tu as dit que tu étais chef d'entreprise, tu es de quel secteur? Dans la restauration. D'accord.
Bah, c'est bien, on va en parler. Du coup, ça va orienter nos thèmes nationaux parce que c'est un vrai sujet d'actualité. J'espère que chez vous en Haute-Garonne, les terrasses repartent fort. Ça C'est à repart, Paris. malgré la pluie. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Nous, à Paris, Oui, j'espérais que vous ayez un meilleur temps, mais nous, à Paris, on en a un peu profité, mais pas autant qu'espéré, parce qu'effectivement, le temps n'est pas de la partie, comme on dit. Hein. Bon, moi, en ce qui me concerne, j'ai soutenu les commerçants de restauration. Le soir même, j'étais au restaurant. Voilà, moi aussi, mais j'ai eu très froid, mais j'y Oui, suis allé j'avais pris le pour manteau. les Moi, également, aider et j'avais on pris va le manteau. continuer pendant ce week-end de Pentecôte. Merci pour ces présentations. Ce que je vous propose de faire maintenant dans cette seconde partie, plus sur le national, on va se concentrer sur quelques sujets. On va en prendre un électoral et un plus thématique. Sur l'électoral, j'aimerais qu'on reparle, puisque c'était David qui évoquait, qui disait à certains endroits, les LR, la droite sont avec la REM, etc. Il y a beaucoup de mécompréhension sur ce sujet-là. Et nous, bien évidemment, dans nos communautés, les gens qui nous suivent sont plutôt foncièrement opposés, bien évidemment, au pouvoir en place. Ils ont toujours été clairs dans leur opposition à Emmanuel Macron, en particulier parce qu'on a beaucoup de gens qui ont pu passer par les Gilets jaunes ou pas, mais qui sont, on va dire, de masse populaire, qui ont toujours vu Emmanuel Macron comme un candidat élitiste, progressiste et mondialiste. Donc, ce n'était pas leur tasse de thé. Et puis maintenant, je pense qu'ils ont tendance, à tort ou à raison, mais on a fait des vidéos sur ce sujet-là, des débats à interpréter la politique comme une lutte entre un bloc élitaire et un bloc populaire. Et je pense qu'il y a beaucoup d'éléments de droite dans le bloc populaire. Et ça, c'est un clivage avec les cadres du parti qui, eux, se reconnaissent encore dans ce bloc élitaire. Quand ils viennent me voir à Paris, même quand ils viennent de province, ils aiment bien être avec des chefs d'entreprise comme moi, avec les énarques, etc. Et ils se vivent donc plus proches d'Emmanuel Macron que des masses populaires. Donc, on va parler de ça. Et le deuxième sujet qu'on va aborder, il ne faut pas l'oublier. Moi, je voulais revenir, parce que c'est nos audiences qui nous ont demandé ça, on ne l'a pas traité, sur la question de tous les délires qu'il y a sur la cancel culture, les gens qui veulent réécrire l'histoire, etc. Et comment vous pensez qu'on peut redonner aux Français la fierté de leur histoire. On démarre sur le sujet un peu de positionnement politique sur l'AREM Macron. Okay. Qui veut prendre la parole parmi vous? Voilà. Qu'est-ce que vous dites aux gens sur le terrain? Bon, je commence. Allez, je commence. Macron est un mauvais président pour la France. On est d'accord. On est entièrement d'accord. Et si on veut, et le calcul de Macron pour être réélu en 2022, c'est de se retrouver au deuxième tour contre Le Pen, parce que son calcul, c'est que si le deuxième tour, c'est Macron-Le Pen, c'est lui qui va gagner. Si on veut éviter ça, il faut une candidature de droite convaincante, mesurée, expérimentée, portée par un parti et par un ensemble de citoyens qui sont crédibles. Une candidature de droite, probablement LR, mais pas forcément, mais disons de droite républicaine. Si on veut arriver à ça, il faut ne pas brouiller les pistes chez nos électeurs. Et chaque fois que LR s'allie avec En Marche, on sème des graines de confusion dans nos électeurs qui ne comprennent plus rien et on sape le terrain pour le jour où il y aura un candidat ou une candidate LR à la présidentielle 2022. Mais Nicolas, tu vois, sur ce qui s'est passé en PACA, très clairement, il y avait un piège, on a tendu le piège. Comment tu expliques que des gens expérimentés, moi je suis Marseillais d'origine, Renaud Muselier, je le connais depuis que j'ai 14 ou 15 ans, comment peux-tu expliquer le fait que des gens expérimentés comme lui tombent dans le panneau pour pas grand-chose, hein, parce qu'en Marche, n'avait pas de bon sondage en PACA. Qu'est-ce qui fait que, moi j'ai mon explication, je viens de dire tout à l'heure, ces gens-là, ils aiment bien se considérer dans le clan, le bloc élitaire, donc ils aiment bien être proches du pouvoir, etc. Qu'est-ce qui fait qu'ils se sont coupés, en fait, des électeurs que vous rencontrez sur le terrain? Alors, je réponds et après je laisse la parole à mes amis, mais d'abord, tu as raison de dire que d'un point de vue électoral, excusez-moi, ça n'a aucun sens puisque la base militante et la base électorale d'En Marche est très très faible comparée à celle des Républicains, et donc c'est faire alliance avec quelqu'un qui n'a rien à nous donner. On lui donne tout et il ne nous donne rien. Et pourquoi faire ça? Eh bien, mon explication à moi, c'est une situation qu'on connaît bien en Haute-Garonne par ailleurs, il n'y a pas qu'en PACA, il y a aussi en Haute-Garonne. Mon explication à moi, c'est qu'un certain nombre de nos dirigeants LR considèrent qu'ils sont les meilleurs pour diriger et qu'il faut à tout prix qu'ils restent élus parce qu'ils sont meilleurs que les autres. Et ils se trompent, ils jugent et se trompent que leur meilleure chance de rester élus, d'être réélus, c'est de faire alliance avec En Marche. Et je pense qu'ils se font voir de ce point de vue.
Céline, comment tu expliques cet égarement des cadres des partis de droite et notamment de LR? Je ne l'explique pas. J'entrevois des pistes, mais effectivement, je ne l'explique pas. Et qu'est-ce que tu dis aux gens? Qu'est-ce que tu vas dire aux gens sur le terrain, les électeurs classiques? Je pense que ça déçoit beaucoup de gens qui sont le citoyen lambda, qui n'est pas spécialiste en politique, qui est de valeur, qui est par exemple peut-être républicain, mais pas forcément encarté au parti. Voilà, ça génère une confusion. Alors, il y a certains qui ne comprennent pas, parce qu'au départemental, il y a des candidatures République en marche, LR, donc les gens ne comprennent pas. Alors, en même temps, au régional, on a un candidat République en marche, on a un candidat LR. Déjà, les gens ça génère de la confusion. Et je comprends tout ce que tu disais tout à l'heure. Il y a des gens, après, ils se disent gilets jaunes. Pourquoi gilets jaunes? Gilets jaunes, tu vois, je ne suis pas spécialiste des gilets jaunes, parce que les gens ont l'impression qui ne sont plus écoutés par les politiques qui les représentent. Donc effectivement, on ne parle même plus en termes de partis politiques, on parle entre guillemets, parce que je n'aime pas trop ce mot, de classe sociale, c'est-à-dire des gens qui sont pour eux élus, qu'ils considèrent comme des gens qui sont nantis et qui ne les représentent plus. Et eux, ils se considèrent qu'ils ne sont pas entendus au niveau de leurs idées politiques. Alors, leurs idées politiques, c'est un sens large, mais ça peut être leur préoccupation du quotidien, tout simplement. Oui, chez les Gilets jaunes, il n'y avait pas de vraie matrice idéologique. La seule matrice idéologique des Gilets jaunes, je la connais, j'ai manifesté avec eux, c'est la révolte. C'est simplement la révolte contre l'État de fait, c'est tout. Ils ont des idées et sur le terrain, c'est vrai que les gens se disent, alors c'est le mot, mais vous êtes tous pareils, tous les mêmes, tout le monde le lit, tout le monde l'entend. Je suppose que je ne te l'apprends pas, tous les mêmes, c'est tous les mêmes pour avoir des places, alors personne ne sait qui fait quoi, pourquoi. Alors même si peut-être par ailleurs il y a des idées, je pense comme le disait Nicolas, c'est des gens qui ont l'impression qu'ils doivent continuer à être élus et pour cela, ils ont décidé de faire des alliances. Et pour faire des alliances, malheureusement, parfois, il faut concéder à certaines de ces idéologies, et notamment les valeurs que nous avons décidé de porter. Et oui, je crois que les partis sont devenus des syndicats d'élus et donc en fait le débat d'idées a disparu. Il y a très peu de débats d'idées en leur sein. Je m'occupe aussi du pôle économie d'un think tank. Ils viennent systématiquement voir les think tanks pour des idées parce qu'il n'y a plus de production d'idées à l'intérieur des partis et on a même abandonné toute forme de combat idéologique. Or pour moi, l'idéologie, c'est pas un gros mot. Historiquement, les partis, c'était des gens qui avaient les mêmes idées, qui se mettaient ensemble pour développer des idées et convaincre les électeurs. Non, mais quand on analyse ce qui se passe depuis 5 ans, enfin, Macron a été élu à dynamiter le PS en étant élu avec les voix de la gauche. Et donc, dès qu'il a été élu président, il s'est empressé à surtout dynamiter à droite, en prenant des éléments comme Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, et prenant même deux premiers ministres qui viennent à la base de notre famille politique. Le cas qui se passe à Marseille est particulier, enfin pour la région PACA est particulier. René Muselier a un problème, c'est qu'il n'a jamais été élu sur son nom. Donc ça, c'est déjà un premier problème. Voilà. C'était Estrosi qui a été élu, et donc Estrosi, ça fait déjà depuis le début du quinquennat qui prend la main et qui tend, comme Jean-Luc Moudenc, très souvent la main à Emmanuel Macron. Et donc, je pense que Muselier, en ayant un FN très, très élevé, un parti, la Reine, qui pouvait faire 10 ou 11% et se maintenir au second tour, s'est complètement laissé embobiner. Et donc, on n'était plus sur les valeurs, on a été sur un calcul politique. Je ne parle même pas de poste, sur un calcul politique en faisant des additions et en se disant, ben si, voilà, etc., etc. Et on a complètement éliminé les valeurs. Et ça, c'est le rôle de Macron. De toute façon, depuis 5 ans, il ne fait que ça. Et il ne veut installer que lui, en tant que républicain, et à la rigueur 2 extrêmes, que ce soit l'extrême gauche ou l'extrême droite. Bon, aujourd'hui, en France, c'est extrême droite plutôt, mais il faut se méfier qu'on ne sait pas ce qui peut se passer dans une élection présidentielle, et on a vu ce qui s'est passé à 5 ans avec Mélenchon. On peut se retrouver avec même 2 extrêmes qui soient très, très élevés. Donc, et lui, c'est le gagnant, c'est le père de la patrie, etc. Et ça, petit à petit, ça a dynamité notre force, et surtout, les élus se sont laissés embarquer parce que eux, par contre, les prochains députés, à part quelques-uns comme Julien Aubert, etc., j'en ai pas vu beaucoup qui ont abandonné leur poste de conseiller régional. Et c'est qu'un poste de conseiller régional, hein, c'est même pas non plus vice-président, etc., qui ne sont pas partis se présenter sur des listes où il y avait
désaccord avec l'AREM. Et ben, forcément, la sortie, on va le payer. Parce qu'au mois de septembre, il va y avoir une élection nationale. Et puis là, on va Merci, vraiment David. payer. Pour ceux qui aiment l'histoire et dont je fais partie, il ne se passe pas un jour au cours de la période récente où on ne voit pas de remise en cause, je dirais, des grandes figures historiques en France. Je voulais qu'on parle quelques instants ensemble de ce mouvement qui a été importé des États-Unis, même si en réalité, il n'a jamais été si triomphant que ça aux États-Unis et puis que je connais bien, donc qu'est-ce qu'on appelle la cancel culture. Est-ce que vous voyez ça, même vous en Haute-Garonne? Est-ce que c'est un sujet? Alors, c'est peut-être un sujet idéologique, intellectuel, mais ça remonte quand même pas mal de gens, je vois sur les réseaux sociaux, des gens qui sont outrés qu'on puisse remettre en cause le respect qu'on doit à des figures historiques. Vous avez vu comme la célébration ou la commémoration du décès de Napoléon Bonaparte a soulevé des problématiques en France et des articles dans tous les sens, alors que, par exemple, moi, quand j'étais enfant, j'ai connu le bicentenaire de la Révolution. Personne ne songeait à faire le bilan de la Révolution 200 ans plus tard. Comment vous expliquez cette tendance à nier notre passé, à ne pas accepter notre passé en bloc, et notamment parfois chez les immigrés les plus récents qui ne se sentent pas solidaires finalement du roman national? Peut-être, pour commencer, la France ne peut être que fière de ce qu'elle a accompli. La France est un des pays au monde où la société est la plus harmonieuse et où le droit est le plus égalitaire. La société française n'est pas parfaite, mais c'est une des plus harmonieuses du monde. La France a été une des premières nations à bannir de son droit des discriminations basées sur l'origine raciale, la religion, l'orientation sexuelle ou tous ces sujets-là. On a réussi à construire en France, sans atteindre à la perfection, une des sociétés les plus harmonieuses du monde, basée sur un des droits les plus aboutis du monde de ce point de vue-là. Nous n'avons pas à avoir honte. Certains communautaristes, certains communautaristes à la mode anglo-saxonne essayent de briser notre cohérence sociale, notre corps national et d'obtenir pour chacune de leurs communautés respectives, telle religion, telle orientation sexuelle, etc., des privilèges. Les privilèges, c'est le contraire de la démocratie. Tu parlais de révolution tout à l'heure, c'est exactement pour abolir les privilèges qu'on a fait les révolutions. Et aujourd'hui, on vient nous expliquer, certaines minorités viennent nous expliquer qu'il faut rétablir des privilèges en leur faveur. Eh bien, moi, je dis que faire ça, c'est la fin de notre pays. Et la seule réponse à apporter à ça, c'est ce que je reproche à Macron d'ailleurs, on parlait de lui tout à l'heure, c'est une parole publique ferme. Une parole publique ferme qui rappelle que nous sommes un des pays les plus développés en termes d'élaboration du droit et d'harmonie de la société, et que ceux qui veulent essayer de casser ça n'ont aucun voix au chapitre. Et le problème de Macron, c'est qu'il donne la voix à ces gens-là, il tolère l'intolérable de tous ces points de vue-là. Donc pour moi, il faut une parole publique forte, et c'est là que la droite entre en jeu. Excuse-moi, je finis. La droite entre en jeu parce que la droite, c'est la seule force politique française aujourd'hui capable d'avoir cette fermeté sur les principes et de rappeler qu'on est une nation et que pour être une nation, on est tous embarqués dans le même bateau, tous les mêmes droits et surtout tous les mêmes devoirs. Il n'y a que nous qui sommes capables de dire ça. Encore faut-il qu'on arrive au pouvoir et qu'on porte au pouvoir les gens qui aient cette parole. Oui, on est tous d'accord qu'en fait, la riposte adoptée, ce n'est pas tant une riposte juridique ou une nouvelle législation, mais c'est plutôt un exemple qui doit venir d'en haut. Malheureusement, la droite est dans l'opposition. Donc oui, certains ont, je pense, la bonne réaction face à ce sujet-là, mais ils ne sont pas au pouvoir. Et ce que les Français auraient besoin d'entendre, c'est d'un exemple qui vient d'en haut, du pouvoir, qui réaffirme l'importance de notre roman national et historique. Et malheureusement, les signaux qui sont envoyés par Emmanuel Macron sont très contradictoires. Il essaie de faire du en même temps sur le sujet, ce qui finit, cet oxymore finit par du nihilisme total. Donc on a besoin d'un exemple en haut. Moi, je pense qu'aussi que ces mouvements-là, ils sont encore plus dangereux que dans d'autres pays, qu'en Allemagne ou aux États-Unis, parce qu'en réalité, en France, pour ceux qui s'intéressent au sujet régalien, l'islamisme et les frères musulmans, par exemple, sont très conscients du fait qu'ils peuvent utiliser ces débats-là pour s'engouffrer dans la brèche. C'est-à-dire qu'eux-mêmes utilisent les débats sur l'histoire, sur la laïcité, etc., pour dire, voyez, respectez-nous, on a droit à la liberté religieuse et on va pouvoir faire avancer, bien évidemment, notre petit agenda intellectuel. Donc, je pense qu'il faut être encore plus vigilant dans un pays comme la France
Et parce que la menace islamiste est toujours là. La menace islamiste, ce n'est pas juste des attentats, c'est aussi le combat de la vie de tous les jours, des mœurs dans certaines zones de notre territoire. Donc, la cancel culture, on a l'impression parfois, c'est un peu un débat d'intellectuels, mais je m'aperçois que sur le terrain, et si ça se trouve, vous allez avoir des gens, des citoyens qui vont vous en parler. On va aborder là votre campagne au niveau local. Bien évidemment, tout le monde connaît les domaines de compétences du canton et du département, mais le fait est que vous ne pourrez pas échapper à des retours sur le terrain sur diverses questions, dont celle-là. Autre question que je voudrais aborder, excusez-moi, un peu rapidement, mais aussi au niveau national. On a avec David qui est de la restauration. C'est David, comment tu vois en post-Covid, et pour mon think tank, je travaille sur ces sujets-là, la situation des entrepreneurs, des petits entrepreneurs, des restaurants, des commerçants, etc. Est-ce que tu vois vraiment une période difficile, ou est-ce que tu penses que ça passe avec un rebond rapide de l'économie et les aides d'État? Alors, déjà, donc, si il va falloir savoir où en est la situation sanitaire à la rentrée. Savoir si la vaccination a totalement avancé, si on est dans les clous, et de savoir si les nouveaux variants qui vont arriver, parce qu'il ne faut pas se leurrer, il y en aura. Est-ce qu'ils seront tous, est-ce que les vaccins seront tous efficaces par rapport à cela? Si tout ça est maintenu, alors en ces cas-là, je pense qu'on pourra revivre, à mon avis, normalement, mais je pense qu'on va revivre normalement à partir de la rentrée. Vraiment. Bon, l'été, bien sûr, va faire en sorte que les gens vont se lâcher, etc. Mais l'été, c'est une, voilà, c'est une parenthèse, l'été, comme l'été. C'est une parenthèse, c'est quelques stations balnéaires, etc. Mais c'est pas la France entière. Voilà. Donc, est-ce que en septembre les choses vont reprendre? On le souhaite, parce que si c'est comme l'année dernière et quand on a vu sur le mois de septembre-octobre, surtout dans le milieu de la restauration, comment ça avait repris, ça a été quand même assez difficile. Quand vous mettez une psychose aux gens en leur disant qu'à l'intérieur, vous pouvez vous contaminer, quand on vous met des jauges, etc., on peut dire ce qu'on veut, ça freine l'économie. Et la situation financière des restaurants, les PGE, les aides, etc. Tu vois des difficultés pendant des années, tu vois des fermetures, ou est-ce que tu penses que ça passe? Alors, je pense qu'il va. Alors, déjà, tout va dépendre de savoir si on arrive à redémarrer normalement et tout le temps. C'est-à-dire, s'il n'y a plus de stock. Sans retour en arrière. Sans retour en arrière, déjà, ce serait déjà la première chose. Ensuite, il y a dans le domaine de la restauration, il y a énormément déjà de restaurants qui avaient du mal à joindre les deux bouts. Parce qu'ils avaient des crédits élevés, des loyers élevés. Là, vous allez leur ajouter un PGE qu'ils ont dû se servir, parce que pendant les 7 premiers mois de mars à novembre, l'État n'a donné que 1 500 € par mois. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien donné, parce que finalement, ça paye des congés payés à peu près. Hein, voilà. Donc, c'est-à-dire que pendant 7 mois, pour compenser la perte d'activité, les fermetures administratives et les jauges qu'on nous a imposées, beaucoup ont dû prendre des PGE. Et ces PGE seront à rembourser. Et donc, comment on va demander, à mon avis, à des entreprises qui avaient déjà du mal à rembourser leur premier crédit, de rembourser un crédit supplémentaire à partir de 2022, sachant que ça a déjà été remboursé. Alors ça va être la première interrogation, mais je pense qu'après, je pense que le calcul politique de Macron a été de dire on repousse maintenant le remboursement du PGE, comme par hasard, bien sûr, après l'élection présidentielle. Et je pense que s'il y a donc cette année, ça va encore aller, mais dès que les premiers remboursements de PGE vont commencer à tomber, donc c'est dans la deuxième semestre 2022 qu'on va voir s'il y a de la casse ou pas. Voilà. Mais je suis assez d'accord avec toi. Il y en aura, de toute façon, il y en aura, c'est automatique. Moi, j'ai deux restaurants qui sont complètement différents au niveau structure financière. Le premier pourra le supporter et le deuxième aura du mal à supporter si on a une activité qui ne redémarre pas au minimum à 100% comme avant. Voilà. Donc, on verra comment ça se passera. Mais de toute façon, il faut déjà espérer que dans un premier temps, on n'ait plus de stop and go d'ici
d'ici l'année prochaine. Bon, on a la chance d'avoir des élections présidentielles, ça va peut-être nous protéger. Avoir un président qui aura du mal à fermer, à bloquer le pays parce que politiquement, ça lui sera très, très mauvais. Ouais, là, Donc, c'est compliqué pour lui voilà. s'il veut tenter, Voilà, donc on à se moins dit d'installer quelque la part, dictature sanitaire, voilà. s'il veut encore nous confiner en automne, ça va être compliqué, Mais surtout je que quand pense qu'il même y a les aussi de la vaccins sont là. responsabilité des gens. Moi, je suis restaurateur, donc quand je vois ce qui se passe sur les terrasses, on peut être que content. Mais si on le voit d'une manière sanitaire, c'est quand même dangereux. Ouais, il Voilà, faut faire attention. c'est quand même dangereux. Voilà. Merci David pour cet éclairage. Ce que je vous propose dans une troisième partie et dernière partie, c'est de vous écouter au niveau de votre programme et de vos problématiques et enjeux plus locaux en Haute-Garonne, sachant que moi j'ai la chance, j'ai l'opportunité de voir plusieurs campagnes. On voit quand même des thèmes sur le terrain qui ressortent malgré le contexte difficile, parce qu'avec le contexte sanitaire, c'est dur de faire campagne, mais les gens quand même échangent sur le terrain ou sur Internet. Alors, c'est assez étrange parce que les gens ne parlent pas forcément que des thèmes qui relèvent de la compétence du département. Malheureusement pour vous, c'est souvent la difficulté en tant que candidat. Je suis sûr que vous avez des propositions qui sont liées à ces compétences-là. Et puis peut-être nous dire un petit peu quels sont les sujets que les gens abordent spécifiquement. Tu as parlé tout à l'heure, on parlait de l'écologie. C'est peut-être pas un sujet chez vous, mais il y a des endroits où les gens, comme l'an dernier, parlent beaucoup de l'écologie, etc. Qu'est-ce que vous voyez sur le terrain et qu'est-ce que vous proposez sur le terrain? Je ne sais pas qui veut commencer. Alors, en fait, il y a deux campagnes. Hein. Il y a la campagne Nicolas Céline et la campagne David. Et peut-être. Ils n'ont rien à voir. Et en fait, voilà, ce sont deux Et oui, campagnes. je sais que les cantons sont très Non, différents. absolument rien à voir parce qu'on n'est pas du tout. On va commencer. Ce qu'on va Voilà. faire, c'est qu'on va commencer avec David et présente-nous la spécificité de ton canton et du coup les thèmes que tu abordes en lien avec cette spécificité-là. Et après, on laisse la parole à Céline et Nicolas. En fait, les 6 villes de mon canton sont des villes qui appartiennent à Toulouse Métropole. Et donc, Toulouse Métropole a déjà récupéré, lors du précédent mandat, 80% de ce qui était attribué au département. Tout ce qui est voirie, tout ce qui est finance, qui est développement durable, tout ce qui est, à la rigueur, ce qui restait encore en sécurité aussi. Donc, il reste très, très peu de choses, si vous voulez, qui sont attribuées par le département sur notre canton. Donc, en fait, on essaye, nous, d'appuyer sur des sujets qui nous restent, c'est plus en accompagnement, en fait, de ce qui se passe actuellement à Toulouse Métropole et comme elle est de notre majorité politique. Donc, on appuie ce qui se passe actuellement en métropole en appuyant. Et ensuite, on fait comprendre qu'on va appuyer aussi les autres cantons dans les demandes qu'ils feront, parce que dans le canton de Nicolas, qui est un canton rural, il va falloir se battre aussi pour que ces prérogatives se passent. Et donc, on sera là en termes d'appui par rapport à eux. Mais c'est vrai que notre élection à nous, sur les thèmes qui sont les nôtres, c'est assez réduit. Mais ce qui est bien, c'est que ça permet aussi en même temps de faire passer toujours pareil nos idées, nos valeurs, de parler du national parce qu'on en parle aussi en même temps. D'accord. Les gens t'en parlent? Ah oui, les gens m'en parlent. Oui, parce que en plus, il y a les régionales qui sont mélangées dedans, donc les gens ne sont pas il y a le télescopage ils comprennent pas trop ce qui se passe. Voilà, donc on est assujetti à ce que parfois ils mélangent même des compétences de la région, etc. et tout, en leur disant non, ça c'est la région. Encore heureusement pour nous, hein, Nicolas, c'est que là, on a quand même une liste LR qui est propre à elle-même, au moins au niveau de la région, c'est-à-dire qu'avec nous, ça passe. Parce que s'il y avait eu un accord avec l'REM, alors là, ça aurait été... Tu veux dire que la liste donc, en Occitanie de Pradier, c'est ça, est à peu près claire. Enfin, voilà. Oui, au moins, en tout cas, elle est de droite. Elle est très claire. Voilà. Après, dans ce qu'ils proposent, etc., c'est encore autre chose. Mais au moins, dans ce qui est dans les personnes qui les représentent, on n'a que des gens qui sont issus de nos familles politiques de droite. Et soyons honnêtes, avec l'affection que j'ai pour notre ami Aurélien Pradier, mais que j'ai parfois un petit peu mouché dans des sujets économiques, etc., parce que bien évidemment, il est d'un positionnement sur l'économie moins clair que nous et que ce que moi je peux avoir
dans les médias, ça va être quand même très compliqué pour lui au niveau de cette élection régionale, il me semble. Mais bon. Oui, ça va être compliqué. Mais bon. Voilà. Céline, Nicolas, les enjeux dans votre Céline. canton que je comprends comme étant Alors, rural. les enjeux, alors je vais en citer plusieurs, Nicolas aussi. Donc, nous avons axé sur la mobilité, puisque c'est un canton qui est Les rural. compétences du département. Voilà, et puis c'est une compétence du département. Donc, la mobilité, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Nicolas, c'était pour nous un sujet essentiel et ça tient au cœur de tous les habitants du canton. Ensuite, nous avons aussi parlé de l'écologie. On a parlé, alors l'écologie, non, ce n'est pas réservé à la gauche. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Nicolas, aussi. Et notamment avec le développement du tourisme, puisque c'est un canton qui a un fort potentiel touristique. Il y a des très beaux paysages. Voilà, mais c'est quoi? Il est encore sous-exploité, c'est ça? Il y a encore des choses à faire? Oui, tout à fait. Je pense qu'il est sous-exploité. Alors, développer le tourisme avec le respect De l'environnement. De l'environnement. Et aussi des modes de vie qui sont spécifiques au canton. Et à la qualité de vie qui est déjà très présente sur le canton. Donc, ce n'est pas le développement au détriment de... D'accord. Quand tu dis mode de vie spécifique, c'est la ruralité, c'est des villages. Tout à fait, puisque c'est un canton rural. Alors aussi avec une spécificité au niveau des vignes, puisqu'il y a beaucoup... D'accord. Voilà, c'est un canton... Je ne sais pas si tu connais un petit peu le canton... Non. C'est les vins de Qui, j'y suis Fronton. déjà passé, mais c'est pour Voilà, ça que Fronton quand même. Les vins de Fronton. Les vins de Fronton, C'est sur voilà. ces cantons, les vins de Fronton. Ça, tout le monde connaît, je pense. Je ne l'ai pas précisé, mais tout le monde. Donc, effectivement, c'est des spécificités locales. Donc, développer le tourisme et tout l'aspect viticole en respectant donc cette culture de la vigne qui est une culture historique. Voilà. Nicolas et moi, nous sommes Tarnais d'origine. Donc, nous connaissons bien la culture de la vigne, tous les deux, par nos origines. Entendu. Donc, mobilité, écologie, mais locale et pragmatique, tout à fait. Dans le respect des terroirs, le développement des atouts du terroir, mais de manière équilibrée. OK. Exactement. Quoi d'autre, Nicolas? Sur le canton, l'emploi. On a un très gros sujet après la crise qu'on vient de connaître là. On a un très gros sujet d'emploi et il faut absolument réactiver l'emploi. L'emploi, comme l'a dit Céline très bien, agricole. Il y a des viticulteurs, des vignerons et des agriculteurs sur le canton, mais il y a aussi quelques industries et une grande population du canton travaille dans l'industrie, pas nécessairement sur des industries basées sur le canton, mais à côté. Et donc, il faut relancer l'industrie et permettre à nos agriculteurs et à nos vignerons de reprendre leur activité et bien sûr l'ensemble des services et des commerces qui vont avec. Donc, quand tu dis qu'il y a un problème d'emploi, là, tu parles juste des conséquences de la crise ou est-ce qu'il y avait un sujet avant? C'est un sujet structurel ou conjoncturel? Les deux. Les deux? Les deux, parce que par exemple, si on prend sur mon canton à moi qui est Tablagnac, où on a 80% du secteur aéronautique qui est employé sur mon canton, ça n'empêche pas qu'on avait sur le canton un taux de chômage encore plus élevé que la moyenne nationale. Donc, tout a été mis sur le côté aéronautique. Donc, il va y avoir, on le sait, de toute façon, dans les prochains mois, des réajustements et on va perdre un petit peu d'emploi sur le département. Donc, ça va encore être sur notre canton. Donc, ça va être un autre problème. Donc, il va falloir soutenir et essayer de faire en sorte qu'on puisse aider et à recréer de l'emploi dans ce canton-là. Mais la grande difficulté pour moi, c'est que, par exemple, le département ne prélève plus de cotisation, de taxes d'habitation, etc., ou de taxes foncières sur nos communes, parce qu'elles partent directement à la métropole. Donc, c'est pour ça que pour nous, c'est... D'accord, donc il y a un sujet de ressources pour mettre en œuvre... oui, il y a un problème. Voilà. Et donc, il va falloir qu'on se sert des ressources que prennent les autres cantons qui ne sont pas métropolitains, sauf qu'ils vont logiquement s'en servir un peu plus pour eux, parce que nous, on a les ressources métropolitaines aussi de notre côté. Donc, voilà. Mais c'est à la fois... Ce qui est intéressant dans cette campagne départementale, c'est qu'on a un enjeu finalement... Chez nous, c'est plus un enjeu vraiment départemental de faire en sorte que notre département, dans l'ensemble, se développe et change de politique, parce que ça fait quand même 75 ans que le PS est là. Ça fait
Hein, c'est-à-dire que ma mère était canonnée quand le PS a déjà 3/4 de siècle. voilà, le canton. Et voilà, donc il faut absolument que dans toute sa structure, tout le département puisse basculer sur une autre politique. Et c'est là que notre canton doit essayer aussi d'apporter, parce que si on gagne notre canton, forcément, au niveau du département, on aura plus de sièges. Mieux représenté, tout à fait. En plus, voilà. Et on gagne le département. Voilà. Donc, c'est pour ça que stratégiquement, il est très important aussi de remporter notre canton. Mais voilà. Sur le canton de Villemur, il y a un vrai sujet de désindustrialisation. Hein. Tu as peut-être entendu parler de Molex, qui était une société de câblage automobile. Et sur le canton a évidemment bénéficié de l'essor aéronautique, mais a beaucoup souffert de délocalisation d'industries non aéronautiques, textiles, automobiles. Et donc, c'est un canton qui, aujourd'hui, la partie nord de ce canton-là, qui souffre beaucoup de la désindustrialisation. Et il faut revivifier ce tissu industriel, qui était là jusqu'à il y a une vingtaine d'années. Pour revenir sur les enjeux maintenant hors canton, mais départementaux, la moitié du budget du département, c'est l'aide sociale. Et donc, si on est élu conseiller départemental, on aura 2 casquettes. On sera d'abord en charge de notre canton au conseil départemental, mais on sera aussi l'un des conseillers départementaux qui sera chargé d'élaborer la stratégie du département. Et l'aide sociale a un sujet, un scandale que nous connaissons tous, qui est la fraude à l'aide sociale. Voilà. La fraude à l'aide sociale, moi j'appelle ça du vol. Voilà. Alors, à l'heure actuelle, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui en ont besoin. Alors, sur ce sujet, Nicolas, effectivement, alors d'abord, Céline a raison de dire qu'il y a beaucoup de gens qui en ont besoin, mais il y a beaucoup de gens aussi qui, malheureusement, le touchent de manière honteuse. Voilà, c'est ça. J'échangerai avec toi, on a fait des vidéos sur le sujet, j'ai fait des propositions dans le débat public, inspirées de celles de Charles Prats. Vous connaissez peut-être le magistrat qui s'occupait de ça. Bon, il y a une proposition de bon sens qui est qu'en France, par exemple, les cartes vitales se baladent. On ne nous demande jamais de renouveler la carte vitale comme on nous demande pour la carte bancaire. Il est bien évident qu'à un moment donné, il faut contrôler ces cartes vitales, savoir combien on en a. Quand on regarde le compte, on s'aperçoit, je ne parle pas là de votre canton, mais de manière générale, sur toute la France et même outre-mer, qu'on a un énorme écart entre les chiffres de l'INSEE et puis le nombre de cartes vitales. On a plein de cartes vitales qui se baladent dans la nature, on ne sait pas pourquoi. Mais le nombre de porteurs de cartes vitales qui ont 120 ans, moi j'aimerais bien les rencontrer personnellement. C'est comme parfois les cartes d'électeurs, ça. Et donc, si tu veux. Mais il n'y a pas les mêmes conséquences, David. Et surtout en cette période post-Covid. C'est ça aussi. Parce que la gestion socialiste, c'est ça aussi. La gestion socialiste, si tu veux, c'est pas la même sévérité à l'égard des fraudeurs à l'aide sociale que nous, on peut avoir. Et ça fait aussi partie de notre programme. C'est important, oui. Non, tu as raison de le dire, c'est d'avoir la certitude d'avoir des candidats qui, une fois élus, vont vraiment se saisir de cette question-là, alors que les autres, par clientélisme, ne le feront pas. Et sachant que ce qui est à 50% dans le département, parce qu'il y a d'autres attributions qui sont liées au département, sur un canton comme le nôtre, c'est pratiquement 80% du budget du canton. 80%, c'est l'allocation. C'est les allocations qui sont données, c'est les traitements de la CAF, etc. Parce que tout le reste est parti à la métropole. Donc, chez nous, c'est encore plus important de lutter contre la fraude. Et surtout, comme dit Nicolas, on en parle pas mal dans notre programme, c'est surtout, en fait, on n'est pas du tout contre l'aide sociale. C'est que cet argent pourrait être réutilisé. On en a besoin. On a besoin pour la période sociale. Surtout en période post-Covid où, sur notre canton, l'emploi, comme disait Nicolas, ça va être difficile. Donc, on voudrait se servir de cet argent comme levier. Voilà. Je ne sais pas si tu es d'accord. On a des lois qui déterminent quels sont les gens qui sont les plus nécessiteux et qui doivent recevoir l'aide sociale. Chaque fois que quelqu'un fraude, il détourne l'argent qui devrait aller aux nécessiteux, il le détourne à son profit. C'est ça qu'il faut faire. Merci Nicolas, Céline, David. On va vous souhaiter une très bonne campagne.